Alors, vous avez réfléchi? C'est le moment, c'est l'instant. Rien d'autre à faire pour le moment. Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là. C'est pas un scoop. Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités. Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard. Bonsoir Danae. Bonsoir Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, une émission d'actualité et de débat propulsée par le média coopératif et citoyen lemoment.org. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les mercredis soirs de 18h à 19h sur Aligre FM et Radio Campus Paris. Ce soir, une émission un peu spéciale, la première d'une série de 5 émissions, puisque nous vous amenons au Week-end des possibles, un événement qui a été initié par le Nouvel Observateur. Pendant 2 jours de rencontres, de débats, de discussions, d'échanges autour de la notion de backlash aux transitions démocratiques, écologiques et scientifiques, nous avons posé notre studio dans la cour de l'Académie du Climat. Alors Danae, sans plus attendre, direction l'Académie du Climat. L'Académie du Climat, bonjour à toutes et à tous. C'est un week-end un peu spécial car c'est le week-end des possibles et pourtant le constat aujourd'hui est amer. Dans un contexte de polycrise mondiale dans lequel l'urgence s'impose depuis de nombreuses années, le backlash est là. C'est quoi un backlash? Un retour de bâton contre les tentatives de transformation qui sont désormais assez pesant comme situation. Mais alors, à qui profite ce backlash? Comment le contrer sans sombrer dans la posture défensive? Et si l'on retournait le regard, non plus subir la réaction, mais en faire un terrain d'enquête, d'expression, d'ironie salutaire? Cette question du backlash, on vous propose de la traiter comme on sait le faire au sein du collectif Le Moment, c'est-à-dire de manière sérieuse, mais sans trop se prendre au sérieux non plus. Concrètement, nous vous proposons donc une émission spéciale qu'on a nommée Back to Backlash. Nous allons être présents pendant tout ce week-end avec une série de plateaux radio qui va donc être animée par différentes personnes, différents membres du collectif Le Moment. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Didier, Nicolas, Morad et Emeric. Comment est-ce que ça va? Bonjour Danae. Salut Nicolas. Bonjour. Nicolas, c'est l'organisateur, c'est lui qui a tout fait. Et bonjour Didier aussi, Emeric qui est encore en train de régler. Oui, mais je suis avec Nicolas, on le suit. Heureusement que Nicolas est là et puis on a un plateau vraiment fabuleux, c'est énorme, il y a plein de personnes autour de cette première table. On est vraiment très, très content de vous avoir avec nous. Emeric est toujours en train de monter des caméras, mais en tant que média coopératif, nous tenons aussi à faire entendre votre parole, c'est-à-dire la parole des personnes qui sont pas dans la salle, mais dans cette fabuleuse cour de l'Académie du Climat. Et c'est pour ça que nous avons fait appel au docteur Potvin, qui sera à votre disposition pendant toute la journée dans l'unité mobile de soutien psychoclimatique, de coaching en lucidité raisonnable et de réhabilitation optimiste. Docteur Potvin, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment font vos patients pour vous identifier ? Eh bien, pour toutes les personnes qui auraient des pensées inavouables, qui auraient des actions au cours de la semaine qu'ils ne souhaiteraient pas divulguer auprès de ses proches, mais si ça les pèse, qu'ils n'hésitent pas et qu'elles n'hésitent pas à venir me voir. Du coup, juste à droite, il y a une bâche qui me permet d'être identifié. Donc voilà, je reçois la première consultation aujourd'hui est exceptionnellement gratuite. Voilà, n'hésitez pas. Le cabinet est ouvert à partir de 13h45 jusqu'à 18h30. Donc si vous avez des choses à confesser, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas, je me tiendrai à votre entière disposition. Je le répète, seulement aujourd'hui, la consultation est offerte. À tout à l'heure. Eh ben, merci, docteur Potvin. Je pense que moi, je vais me noter sur l'une des premières consultations, si possible, parce que franchement, je suis une grande anxieuse des questions climatiques, donc ce sera avec plaisir pour venir vous voir plus tard. J'aimerais aussi, Morad l'a déjà un peu fait en introduction, mais remercier Nicolas, qui est celui qui a orchestré toute la participation du collectif Le Moment à ce week-end des possibles. C'est la personne qui rend les choses possibles pour nous, quoi. Nicolas, est-ce que tu veux nous présenter rapidement Le Moment ? Oui, Le Moment, alors effectivement, c'est un collectif quand même, Le Moment.
beaucoup de monde m'a rejoint quand même sur la préparation. C'est un collectif d'une vingtaine de journalistes, réalisateurs de podcasts, écrivains, photographes, réalisateurs de cinéma même. Il y a même un metteur en scène de théâtre, c'est vous dire l'éclectisme de ce collectif, mais éclectisme qui est vraiment nécessaire pour essayer de rendre compte d'un réel complexe. Et on essaie de le faire avec nuance, avec joie, mais avec aussi toute la rigueur journalistique qu'il se doit. Et on invente des formes hybrides pour cela, des formes de rencontres avec le public aussi un petit peu différentes. Ça marche ou ça marche pas. Généralement, ça marche. Et puis, on essaye aussi, surtout, de donner la parole et donner de la voix à celles et ceux qu'on entend peu ou pas. Et ça nous semble très, très important. En quelques mots, on est installé dans un tiers-lieu qui s'appelle Césure, dans le 5e arrondissement. Et puis, Danae, en quelques mots. Voilà, et là, on s'envole, donc toujours dans la cour de l'Académie du Climat. Merci Nicolas. Je profite aussi du lancement de notre programmation radio lors de ce week-end des possibles pour rendre hommage à une personne qui, pour moi, est vraiment représentante du fait qu'on peut rendre des choses possibles, qui est Sebastião Salgado, qui est un photographe brésilien qui est donc décédé hier. Et qui est peut-être moins connu sur une autre action sur laquelle il a été très actif depuis quelques années, lui et sa femme, pour reforester. Ils ont fait un projet de reforestation dans le Brésil, dans l'état du Minas Gerais. C'était un projet qui est assez incroyable. Ils ont vraiment réussi à replanter des arbres dans un endroit qui avait complètement été utilisé et où il n'y avait plus de forêt parce qu'on l'avait utilisé pour faire de la culture de nourriture. Et donc, du coup, j'en profite pour rendre hommage et je pense que Morad a envie de dire quelque chose à ce propos aussi. Oui, d'autant plus que Sebastião Salgado, on a été ensemble au Rwanda, en Somalie, un peu partout sur les zones de guerre. Donc, je le connais très bien. Je l'ai vu il y a encore 3 semaines et pour la première fois, il parlait déjà de sa mort. C'était à Deauville, il faisait une rétrospective et quand il avait, pour le coup, fait le tour de toutes ces photos qui lui rappelaient son passé, il faut quand même dire qu'il a été victime d'un palu il y a une 15aine d'années en Guinée et ce palu, malheureusement, ça fait partie aussi des risques lorsqu'on va couvrir comme lui, comme un certain nombre de reporters de guerre, évidemment, ces zones de conflit. C'est pour ça que... l'annonce de son décès hier, mais en fait, il laisse un héritage exceptionnel. Tu le disais, c'est 2 400 000 arbres qui ont été plantés. Et ce qu'il faut dire, c'est que son épouse va continuer cette action. Ses enfants vont continuer, évidemment, ce travail qui est essentiel. Et c'est un peu aussi ce qu'on raconte tous les jours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte, par des gestes quotidiens, de faire en sorte que la nature, que tout ce qui nous entoure reste vivant et qu'on soit vraiment conscient de tout ça. Et c'est pour ça que Sebastião Salgado, tu as raison de le dire, Danae sera avec nous, mais on aura aussi des invités prestigieux. On peut en parler tout au long de ces 2 jours. Des invités comme Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, qui d'autres encore, enfin tous ceux qui aujourd'hui sont... Non, je vois... Ah, c'est marrant parce que personne ne réagit. Mais il faut non seulement réagir, résister, mais en plus, il faut se réveiller. En plus, on a de la chance puisqu'on a Edgar Morin qui avait écrit un de ses livres, « Réveillez-vous ». Je dis pas de bêtises. Non, mais il faut réagir. Vous êtes là pour réagir. Évidemment que non. On est là pour, au contraire, documenter, informer. Et les gens qui vont venir parler, Nicolas avait raison de le préciser, tous ceux qui vont venir nous parler sont des gens qui n'ont pas forcément la parole, mais qui documentent, qui s'informent. On aura des historiens, on aura des docteurs en neurosciences. Si je fais très rapidement, Thomas Landrin, évidemment, Serge Auruc, un des cofondateurs de l'Académie du Climat avec Sarah. On aura aussi Albert Moukaïber, docteur en neurosciences. On aura Noël Mamère. Demain, on aura plein de gens, en fait. Et on a surtout Pascal avec Blanchard, nous évidemment. la chance d'avoir Sarah Albi, qui est donc directrice de l'Académie du Climat. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que tu veux nous présenter en quelques mots l'Académie du Climat, ce que vous faites ? Oui, et puis vous dire aussi pourquoi on est là, comment c'est arrivé. Alors normalement, lors de mes interventions, qui ne sont pas si nombreuses, je demande à la salle qui est déjà venu à l'Académie du Climat. Donc là, on est en radio, donc je vais quand même poser la question. Qui est déjà venu à l'Académie du Climat ? Ok, merci. On fait ça souvent pour se dire, allez, on détend un peu l'atmosphère. Donc l'Académie du Climat, bienvenue déjà, elle a été créée il y a bientôt 4 ans par la maire de Paris, Anne Hidalgo.
un lieu vraiment dédié aux actrices et aux acteurs de l'écologie. Pourquoi on est là aujourd'hui, surtout ensemble? Pourquoi le moment? Pourquoi l'académie? Pourquoi toutes ces personnes qui vont se relayer tout au long du week-end? C'est parce qu'effectivement, quand le collectif Le Moment est venu nous voir avec un super projet, on a dit c'est l'ADN de l'académie de pouvoir justement faire ensemble des choses et élargir ensemble nos publics, nos formats, nos contenus. Et la proposition était tellement forte qu'on s'est dit, allez, lançons durant ce week-end dédié au backlash, lançons notre premier partenariat pour essayer de construire ensemble. Vous avez des formats, vous avez des publics, on a des formats, on a des publics, on a une identité commune, on défend un projet de société commun et donc rassemblons-nous. Car effectivement, à l'Académie du Climat, une de nos missions, la mission qu'on s'est fixée, c'est de fédérer les différents acteurs, les différentes actrices de l'écologie, de proposer, comme je disais, des formats, des contenus adaptés aux différentes audiences. Il y a des gens qui rentrent par l'émotion, il y a des gens qui ont besoin de comprendre, il y a des gens qui ont besoin de danser, il y a des gens qui ont besoin de chanter, de s'exprimer. Et donc, à l'Académie, on essaye justement, nous, de fédérer plein d'actrices et d'acteurs pour pouvoir porter ces sujets-là. Car c'est des enjeux complexes, systémiques. On a besoin de pédagogie pour faciliter l'appropriation de tout ça, être plus fort et aider à organiser une action de manière extrêmement méthodique. Parce que comme toutes les luttes, et vous le savez, ceux qui nous ont précédés, c'est ceux qui je m'adresse à vous parce que vous êtes aussi un peu ceux qui ont lancé tous ces mouvements-là. Nous, on est peut-être un peu plus jeunes, on est des femmes qui ont souvent pas toujours leur place dans la société et qui doivent absolument prendre le relais pour venir en soutien de tout ça. Donc je suis hyper heureuse d'être entourée d'autant de femmes, d'autant de jeunes femmes, parce que c'est aussi l'ADN de l'Académie. Et on doit, du coup, comme toutes les luttes, et encore plus en ce moment face au backlash écologique et démocratique, faire des alliances, parce que c'est la clé du succès. S'allier pour fédérer. Donc ce week-end, il a été conçu sur cette thématique. On l'a coproduit avec vous, le collectif Le Moment, mais aussi le Nouvel Obs qui va lancer ses conférences là dans quelques minutes, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation Edgar Morin. On parlait d'Edgar Morin, sa pensée complexe. On a des penseurs qui ont écrit des choses qui se réalisent aujourd'hui et dont on doit s'inspirer aussi pour lutter ensemble. On a aussi la chaire d'excellence Técor, le 104 qui va venir faire des choses, le Greenwashing Comedy Club, mais aussi des associations comme les Effilochés, Nos Vies Bas Carbone, la Fresque de la Rénovation et plein d'autres que vous allez découvrir tout au long du week-end. Donc je suis ravie vraiment qu'on arrive enfin à travailler ensemble parce qu'on produit beaucoup, vous, nous, et là c'est notre première collaboration avec nos voisins de s'installer à Césure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, car seul on va, c'est sûr, plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc bienvenue à l'Académie du Climat. Merci beaucoup Sarah, merci surtout de la confiance déjà, de nous accorder cet espace pour qu'on puisse faire cette programmation radiophonique qui va durer donc tout le long du week-end. Pareil, merci pour le soutien. Et puis au moment, on aime bien faire les choses en collectif, donc pas seulement entre nous, donc avec ce premier partenariat dont parlait Sarah avec l'Académie du Climat, mais aussi avec d'autres partenaires. Et c'est grâce à cet autre partenaire que nous avons aussi la chance d'être autant entourés de femmes dans cette table, puisque nous avons une collaboration avec la Maison de la Conversation, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Merci encore, Sarah. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter Victoria Béréois, Ruth Fuimbi, Audrey Perrault et Divine Mungu, qui font partie de la première promotion de Convix, qui est une alternative donc aux conférences TEDx qui est portée par la Maison de la Conversation, comme je disais, qui est encore une de ces initiatives dont Le Moment est partenaire. Nous avons Delphine avec nous, qui accompagne les filles dans le cadre de ce programme Convix, qui va nous présenter en quelques mots la Maison de la Conversation. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Delphine. Donc pour vous dire quelques mots de la Maison de la Conversation, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la Maison de la Conversation, c'est un tiers-lieu d'innovation sociale qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris. Vous êtes tous les bienvenus, toutes et tous, pardon. Et donc, véritable îlot de décélération, elle vous propose un espace où prendre le temps redevient un plaisir.
Donc celui de la rencontre, de l'échange, de la conversation avec l'autre. Donc cet autre qui peut penser, vivre et ressentir les choses différemment que nous. Mais à la Maison de la Conversation, en fait, notre vocation première, c'est vraiment de recréer du lien entre les personnes qui ne se rencontreraient pas autrement. Donc tout au long de l'année, on a une programmation culturelle éclectique, gratuite, qui vous invite à découvrir des formats conversationnels variés, tels que des cercles de parole, de la broderie en conversation, des ciné-débats ou encore des battles de danse. Donc que vous soyez particulier, particulière, une association ou même une entreprise, vous êtes toutes et tous les bienvenus à goûter à l'art de la conversation dans notre tiers-lieu. Merci. Super, merci beaucoup Delphine pour cette présentation. Et puis encore une fois, c'est toujours des sujets un peu que nous avons en commun, c'est-à-dire cette espèce de l'idée de reprendre aussi du plaisir à la conversation, l'idée de pouvoir se retrouver, de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. C'est aussi des choses qui font un peu partie de l'ADN de Le Moment. Les filles, il me semble donc que dans le cadre de l'accompagnement que vous faites à la Maison de la Conversation, vous avez, on vous a proposé donc de participer à cette émission de radio et vous avez quand même pas mal eu le temps de réfléchir à la question du backlash. Est-ce que vous pouvez peut-être, Divine, je sais que tu as un peu préparé des choses à ce propos pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous avez souhaité traiter la question du backlash ? Oui, du coup, avec plaisir. Juste avant ça, je voulais peut-être représenter un petit peu le programme que nous, on suit avec les filles. Donc, Convict, c'est un programme d'accompagnement qui est porté par la Maison de la Conversation. Et l'objectif, c'est de permettre à une promotion de jeunes entre 18 et 30 ans de s'investir dans la création d'un projet citoyen fictif et de le pitcher au Théâtre de la Concorde. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on prend la parole aujourd'hui. Et déjà, un grand merci au collectif Le Moment qui nous permet de nous essayer un peu à l'exercice d'animation de chronique et de pouvoir faire porter aussi notre voix. Quand on nous a proposé d'aborder un sujet en lien avec la thématique du backlash, qu'on peut traduire comme un retour de bâton, on s'est rapidement mis d'accord sur le sujet du mouvement anti-woke, qu'on peut très clairement traduire comme un backlash qui fait suite aux luttes portées par plusieurs minorités, que ce soit les personnes racisées, les personnes qui font partie de la communauté LGBT, les femmes ou encore les personnes en situation de handicap. Le discours qui pousse la mise en avant de ces minorités est clairement devenu polémique et ça nous paraissait intéressant de nous demander pourquoi et de parler aussi de ce que ça traduit. Et le deuxième objectif avec notre intervention, c'est aussi de trouver des axes de solution pour créer un dialogue sain et empathique autour des luttes sociales qui semblent aujourd'hui controversées. On pourra notamment s'appuyer sur nos expériences au sein de la Maison de la Conversation, qui est un tiers-lieu, mais aussi, à mon sens, un laboratoire de projets d'innovation sociale. Et on pourra essayer de parler de la conversation comme un axe de solution pour apporter un peu d'apaisement dans tous ces discours-là. Super. Merci donc pour cette introduction au sujet. Ruth, je sais que toi, peut-être que tu voudrais nous en dire un peu plus sur votre souhait de traiter notamment la question du wokisme. Oui, exactement. Déjà, je remercie Danae et Divine pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qui fait beaucoup de bruit, le wokisme. Donc à l'origine, être woke, c'est être éveillé face à certaines injustices. Donc on parle de racisme, on parle de sexisme, de discrimination ou autres violences systémiques. Le terme vient des luttes afro-américaines et s'est élargi donc à d'autres combats pour l'égalité. Mais avec le temps, le mot woke est devenu un mot clivant. Pour certains et certaines, c'est synonyme de progrès. Pour d'autres, c'est un symbole d'excès ou de censure. Donc les différents faits d'actualité qu'Audrey va vous présenter juste après nous ont poussé à nous poser plusieurs questions qui sont: à partir de quel moment le combat pour les minorités devient polémique? Pourquoi certaines luttes suscitent-elles autant de rejet? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui? Je vais laisser Audrey développer ces différents points. Merci Ruth. Bonjour à toutes et à tous. Diversité, inclusion, mémoire coloniale, justice sociale, droit LGBTQ+, voilà des mots qui devraient résonner comme des avancées. Pourtant, ils déclenchent parfois des résistances. Aujourd'hui, on parle du backlash, ce retour de bâton. Pour certains, c'est une attaque contre leur héritage culturel, une peur du changement, une perte de repères. Pour d'autres, c'est une stratégie politique bien rodée. Agiter la peur pour reprendre le pouvoir sur les récits et les lois, les corps. Ce phénomène n'est pas nouveau. Le backlash accompagne toujours les mouvements de progrès. Après mai 68,
le retour d'un ordre moral. On cherche à stabiliser le pays et apaiser la crise d'autorité. Après les luttes féministes des années 70, le retour d'un discours conservateur. Et chaque fois que des minorités gagnent en visibilité, il y a ce réflexe de crispation. Dans La psychologie des foules, 1895, Gustave Le Bon décrivait la foule comme irrationnelle, influençable et prompte à se soumettre à un chef fort. Un ouvrage qu'on sait aujourd'hui avoir inspiré des figures comme Hitler ou Mussolini. Le Bon n'était pas fasciste, mais son analyse des foules a servi des logiques autoritaires. La peur de la minorité comme outil d'unification des masses. Regardons autour de nous. Aux États-Unis, Donald Trump a affirmé, je cite, « And our country will be woke no longer ». Fin de citation. C'est une ligne politique, s'opposer frontalement à toute remise en cause de ce qui est en place aujourd'hui. Quitte à détricoter des années de lutte. C'est ainsi que Donald Trump a ordonné l'effacement des références aux minorités des archives fédérales. En effet, il a supprimé des milliers d'images sur lesquelles apparaissaient des femmes, des homosexuels ou des personnes de minorités ethniques des sites et des réseaux sociaux des agences fédérales. Ces décisions alertent au sujet de l'avenir. On se souviendra qu'historiquement, on supprime la parole, puis les images, puis les personnes. Il est légitime de se demander quelle sera la prochaine étape. Qu'est-ce qu'elle vous provoque, cette purge iconographique made in America ? Est-ce que, j'imagine que vous avez réfléchi un peu là-dessus, c'était un sujet qui vous tenait quand même à cœur. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ces propos ? Divine, tu as l'air de vouloir dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Moi, je trouve que c'est très fort un petit peu la phrase où tu dis qu'on commence par supprimer la parole, les images et ensuite les personnes. Et que ce mouvement, en fait, pour moi, il traduit vraiment une stratégie que d'invisibiliser les personnes, que ce soit les minorités, que ce soit les minorités de genre ou de femmes, de les invisibiliser déjà dans la sphère publique, dans les images qu'on peut aller consulter sur Internet, pour que leur discours par la suite soit vraiment réduit. Et je trouve que c'est déjà que c'est horrible, mais qu'au-delà de ça, ce qui est dommage, c'est que ça nous empêche peut-être de discuter en fait entre nous d'axes de solutions pour pouvoir mettre en avant ces minorités et les comprendre et se mettre en empathie avec elles. Donc c'est ce que ça m'évoque, pardon. J'ai l'impression que tu as envie de dire quelque chose à ce propos aussi. Oui, j'aimerais bien rebondir dessus. Donc ça me fait penser à ce qui se passe actuellement avec les jeunes migrants de la Gaîté Lyrique et le fait qu'ils sont totalement invisibilisés par rapport aux médias. Et donc, oui, un peu comme Divine l'a dit, en fait, le fait qu'ils soient invisibilisés médiatiquement parlant, ça nous permet pas de penser donc à des axes d'amélioration ou à même juste pouvoir les aider en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut que l'on pense à un moyen pour plus rendre visibles ces gens-là, ces personnes de certaines minorités qui vivent des moments difficiles ou non, qui ont impacté l'histoire ou non. Je peux aussi rebondir avec ce qui se passe actuellement en France et même à l'exposition du coup Paris Noir au Centre Pompidou, qui est le fait que en fait, plusieurs artistes d'une certaine minorité, d'une minorité noire en ont eu assez et ont voulu en fait retravailler l'histoire et redonner un mot, des images, la parole, une histoire à ces personnes noires qui ont véhiculé dans Paris. Et donc je pense que c'est inspirant. Il faut qu'on y réfléchisse et c'est une avancée. Est-ce que, du coup, ça me fait penser, tu disais, Ruth, qu'il y avait, peut-être qu'il y a des nouvelles formes à inventer aussi pour rendre de nouveau visibles certaines personnes. Est-ce que, dans le cadre des projets que vous portez dans Convix, est-ce qu'il y a des réflexions un peu autour de ces sujets-là ? Divine, tu as l'air de hocher de la tête. Ouais, carrément. Après, nous, on est accompagnés par la Maison de la Conversation. Donc, l'axe sur lequel on va aborder tout ça, ça va vraiment être la conversation. Et moi, j'ai un projet aussi que je porte à la Maison de la Conversation où j'anime différents temps d'échange qui s'appelle Third Space.
Et ce qui ressort de ça, c'est que on vit dans une société où les médias et les réseaux sociaux ils prennent une place énorme dans les discours et dans la manière dont on aborde les différents discours, et que le fait de revenir à des moments, à des temps d'échange dans la vraie vie, de pouvoir confronter nos opinions, ça va nous permettre déjà d'arriver à mieux nous exprimer et in fine aussi d'être mieux entendus. Et donc ça, pour moi, ça paraît un axe de solution que de pouvoir se poser, de créer des espaces où en fait la conversation entre personnes qui ne sont pas forcément ici des milieux politiques, qui n'ont pas forcément cette voix, peuvent discuter et peuvent échanger et peuvent pousser aussi leurs réflexions, et aussi être amenés à rencontrer aussi des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, parce que finalement on est tous chacun dans nos cercles assez fermés, ce qui à mon sens bloque un peu cette empathie qui peut nous permettre d'arriver à trouver des solutions et discuter aussi de manière saine. Après moi dans ma façon de penser je suis un peu plus radicale, donc j'aurai toujours ces revendications quand même en faveur des minorités, peu importe la personne qui va être en face, mais je trouve que déjà arriver à discuter ça peut être un moyen de nourrir nos réflexions et de nous ouvrir. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui aimerait parler de ça? Victoria, peut-être? Merci. Alors, par rapport à ça, en fait, c'est vrai que concernant ces sujets, en fait, je me suis toujours sentie un peu illégitime d'en parler, même si ça me concerne directement. Et du coup, j'avais réfléchi à un moyen de l'exprimer autrement que par la parole. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire des textes par rapport à ça. Donc voilà, là, ce sont des poèmes à lire avec une seconde lecture et je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc voilà. La poésie, donc, comme un autre moyen d'expression. Ce que vous êtes en train de dire, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment avec un copain qui est devenu représentant du personnel dans l'institution dans laquelle il travaille. Donc il siège donc maintenant au syndicat. Et on parlait justement du fait que lorsque, souvent, quand les gens prennent la parole, ils ont une façon de s'exprimer, et cette façon de s'exprimer peut être jugée très rapidement. Lui, du coup, c'est quelqu'un de très conciliant, qui va avoir une parole très posée, et sa parole, pour le coup, elle est plus audible que celle d'une personne qui va être vraiment très en colère, mais qui, juste par sa façon de s'exprimer, au final, sa parole devient peut-être moins légitime ou moins facile à entendre que celle d'autres personnes qui seraient juste comme... Enfin, un peu comme mon pote, quoi, plus posé, plus tranquille et qui réfléchissent un peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez réfléchi un peu à ces modes d'expression dans le cadre de ce que vous faites à la Maison de la Conversation. Audrey, peut-être? Je ne sais pas si tu as envie... Oui, on a... premièrement, en fait, on a des ateliers qui visent à développer la prise de l'espace. On a notamment eu l'occasion de faire des immersions. On a eu des ateliers de théâtre qui nous apprenaient justement à gérer cet espace, en prendre conscience et à se l'approprier finalement. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a, je le ressens vraiment, le fait qu'il y a des modes de parole qui sont peut-être plus légitimes, entre guillemets, enfin qui sont considérés plus légitimes du moins. Toi, tu parlais des expressions, des émotions, mais il y a également les codes de langage qui peuvent facilement... laisser place au jugement. C'est vrai que si on n'a pas les bons codes de langage, les bonnes manières, l'art oratoire, toutes ces compétences un petit peu élitistes qui, si on les maîtrise très maladroitement, finalement, notre discours peut être facilement invisibilisé, alors que ce qu'on dit n'a pas moins de valeur pour autant. Et du coup, pour revenir à la question du wokisme dont vous parliez en introduction, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport justement par rapport à ça, par rapport à la manière dont les personnes dites woke s'expriment, et donc il y a une forme de faire qui fait qu'au final leur parole elle est moins légitime et plus facile à radicaliser, plus facile à contester? Ouais, moi je voulais revenir sur ce que tu disais aussi à propos de la colère. Moi je pense que la colère c'est une émotion qui est légitime, surtout quand on subit des injustices, et que c'est quelque chose qui doit ressortir. Et tu posais la question de savoir s'il y avait des moyens de pouvoir l'utiliser. Et nous, dans nos accompagnements, on a vu plusieurs fois comment l'expression artistique, ça pouvait être un moyen de faire ressortir cette colère. On a notamment une immersion dans un collectif de théâtre qui s'appelle Sirène. Et ce qui est ressorti, c'est que en fait, quand on joue, on doit venir avec nos émotions et on doit les utiliser pour mettre au profit de ce qu'on a envie de dire. Donc je pense en fait que dans ces contextes-là, que ce soit l'expression artistique, voire même le contexte aussi de pouvoir prendre la parole, il y a cette possibilité aussi d'utiliser ces émotions-là. Et après, je pense aussi que les revendications et les discours des personnes qui sont
considérées woke et elles peuvent paraître pleines de colère parce qu'elles le sont en fait. Mais malgré ça, je pense qu'il y a quand même une utilisation, comme on a vu et comme on voit beaucoup avec Donald Trump, une utilisation en fait de cette colère à des fins stratégiques, politiques pour pouvoir faire passer un certain message. Et on manque en fait de cette dimension un peu d'empathie, comme je disais un peu au début. Et juste en vous entendant parler, j'aimerais bien savoir peut-être un peu plus sur ces fameux projets sur lesquels vous travaillez. Est-ce que, je ne sais pas, Victoria, tu peux nous dire un mot sur le projet que tu portes ? Alors, Mystère et boule de gomme. Plus sérieusement, alors du coup, moi, j'avais comme projet avec mon groupe, voilà, je pense que Ruth elle sera un petit peu d'accord avec moi. Je pense que ça serait vraiment d'utiliser l'art comme outil d'émancipation et de représentation, parce que j'ai remarqué qu'en fait, ça nous rassemblait en quelque sorte. Il y a plusieurs formes d'art, que ce soit au niveau de la musique, du théâtre, etc. Et en fait, je pense que voilà, là, j'ai pas trop envie de spoiler, mais voilà, nous sommes en train de préparer notre projet et du coup, on a comme public cible les jeunes, surtout ceux entre 18 et 26 ans. Et je pense que ce sera assez intéressant. Je voudrais juste rajouter que on parle d'art, mais beaucoup plus de culture. Et ce projet émane vraiment du manque d'accès à la culture pour les jeunes, pour les personnes de minorité qui sont issues de minorités. Et donc, on sait que la culture est un levier social pour s'intégrer, tout simplement, pour faire entendre sa voix aussi. Et donc, je pense que on peut travailler à l'aide de l'art pour vraiment en fait s'émanciper, faire un travail avec l'art pour s'émanciper et pour avoir plus confiance en nous, pour plus s'intégrer et encore plus être comment je peux dire à l'aise et revendiquer en fait tout ce qu'on est, tout ce dont on peut parler. Je sais pas, j'en perds mes mots, mais voilà. C'est une manière de s'exprimer. C'est ça, en fait, c'est s'exprimer à travers l'art et la culture, tout simplement. Génial. Est-ce que Audrey, peut-être, tu as envie de nous dire un mot sur le projet que tu portes à la Maison de la Conversation? Oui. Ok. Alors, nous, c'est un petit peu lié à la culture et l'art, mais notre sujet porterait plutôt sur le sport et le pouvoir et la manière dont on peut fédérer, faire lien social à travers la pratique du sport. Et finalement, on vous rejoint un petit peu sur ce point, mais s'émanciper, se libérer à travers la pratique du sport, finalement. Voilà. Trop bien. J'ai hâte de découvrir un peu plus. Divine, toi, tu travailles sur quel projet ? Vous travaillez ensemble, en fait, sur les projets ? En fait, on est dans des groupes. Il y a certaines filles de la promotion qui ne sont pas là aujourd'hui. Moi, les filles de mon groupe ne sont pas là aujourd'hui. Et nous, le projet qu'on porte, c'est un projet qui tourne autour de la conversation. On est encore en pleine réflexion. Mais en fait, l'objectif, ce serait de créer des espaces d'intelligence collective où on essaierait de mettre en avant des problématiques et pousser en fait, des personnes de différents milieux à venir ensemble résoudre cette problématique pour favoriser la diversité et la communication et pour pousser en fait, les personnes à voir en quoi concrètement, parce que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui met vraiment en avant la diversité comme un moyen de solutionner, un moyen d'avoir des réponses à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on est dans des cercles où on a la même manière de penser. Et donc, utiliser cet outil-là pour pousser les gens à venir interagir en diversité, se rencontrer et aussi parler de leurs problématiques et se rencontrer. C'est super. J'aime bien le fait que aujourd'hui, pendant ce week-end des possibles, en fait, la question du backlash est vraiment traitée sous l'angle des questions démocratiques et des questions écologiques. Et en vrai, vous êtes en train d'amener l'aspect culturel qui est peut-être un peu moins traité, mais qui fait quand même l'objet d'une forme de backlash, non ? C'est ça qui se cache aussi derrière toutes les polémiques autour du wokisme et tout ça. Donc merci beaucoup, je vous remercie vraiment d'avoir fait ça. Je ne sais pas si vous voulez dire en quelques mots, vous avez été en immersion dans différentes structures. Enfin là aujourd'hui vous êtes en immersion chez Le Moment, donc. Mais il me semble aussi que vous êtes allé visiter un tiers-lieu qui s'appelle l'Ermitage. Est-ce que quelqu'un a envie de dire un mot là-dessus ? Alors, oui, j'aimerais bien. Alors déjà, merci Danaï, que je sentais que c'était le moment d'en parler. Alors du coup, aujourd'hui, on a parlé du backlash, vraiment ce retour de bâton face au changement. Mais à l'Ermitage, qui est un lieu rural et vivant, qu'on a eu la chance de découvrir avec l'équipe Convix,
On a vu autre chose, on a vu des lieux où les désaccords deviennent des discussions, où l'art, l'émotion et la parole trouvent leur place. On a également vu un maire relire des doléances, des habitants fabriquer des jeux en bois, des artistes transformer le quotidien en récit. Et de mon côté, je me suis demandé à quoi ressemble une démocratie qui écoute les silences. Peut-être un tiers-lieu, né d'un karaoké ou d'un atelier céramique, où la liberté ne se décrète pas, mais se pratique ensemble. Alors, si backlash il y a, faisons-nous un tremplin, pas pour riposter, mais pour créer, pas pour imposer, mais pour proposer, pas pour tisser, mais pour tisser. Et du coup, c'était Victoria Bérégois des Convix. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse terminer donc ce premier plateau radio autour d'une note plus touchante, en fait, plus émotionnelle. Merci aussi de nous avoir amené cet élément-là. C'est vrai que souvent, on a une tendance à rendre les choses très rationnelles. Et la réalité, c'est que la question du backlash nous touche aussi de manière très, très émotionnelle, très personnelle, très psychologique aussi, j'ai envie de dire. Mais donc, merci beaucoup. Merci à toutes les quatre et à Delphine aussi d'avoir été ici avec nous pendant ce plateau de lancement du Week-end des possibles et de notre collaboration entre Le Moment et l'Académie du Climat. La journée se poursuit donc aujourd'hui avec encore 4 autres plateaux radio qui sont portés toujours par le collectif Le Moment. Nous sommes en public dans la cour de l'Académie du Climat et avant de passer à la suite, donc ce sera Morad qui va prendre les commandes dans quelques instants, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. Merci. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Bonjour à tous, n'hésitez pas à approcher, nous sommes toujours à l'Académie du Climat à Paris et vous êtes évidemment tous les bienvenus. Nous sommes aussi en direct sur la radio du Moment Média. Avec nous, des gens qui n'ont absolument pas leur ronde serviette sur CNews, qui ne feront jamais la une de certains journaux, des gens, et on le disait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément la parole, mais qui peuvent l'apprendre parce qu'ils ont évidemment tout un tas de choses à raconter. Si je dis ça, c'est parce que je suis, et c'est peut-être un plateau un peu spécial, puisque vous avez autour de la table, en gros, ceux qu'on pourrait considérer comme des non-français. Et pourtant, nous le sommes. Nous le sommes, fiers de l'être, et nous avons des aspérités. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes vraiment ici, dans l'Académie du Climat, là où il faut pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est celui de l'association Apart. Apart est une association qui a été fondée par Samir, qui est présent ici, qui est son président. Ils sont installés à Tremblay, en France. Et si c'est important pour nous aujourd'hui d'inviter Samir et Shaima, qui est avec nous également, c'est pour une belle aventure qu'ils vont lancer dans moins d'1 ou 2 mois. Alors Samir, juste avant de parler de cette grande et belle aventure que vous allez lancer, quelques mots sur l'association Apart que vous avez fondée. Oui, en tout cas, merci pour cette invitation. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on s'est posé la question d'accompagner nos jeunes de quartier en Seine-Saint-Denis, mais pas que. Aujourd'hui, on a une intervention sur l'Île-de-France. L'idée d'Apart aujourd'hui, c'est de pouvoir aider des jeunes, les accompagner dans leur projet de vie, et ce, à travers le sport nature. Donc depuis 20 ans, on est fans de montagne, nous déjà. Et l'idée, c'est de faire découvrir aussi cette belle nature de la planète à nos jeunes de quartier, donc à travers un projet qu'on a qui s'appelle les Expéditions Fraternité. Donc là, depuis plus de 10 ans, on a traversé un peu la planète, un peu les montagnes de la planète, de l'Himalaya à la Cordillère des Andes, dernièrement en Asie centrale, au Kyrgyzstan. Et c'est pas simplement la notion de voyage, c'est aussi la notion de pouvoir sortir les jeunes du bitume. Savoir que nous, dans les quartiers, on grandit avec le bitume, malheureusement. Nos sports représentatifs et qu'on nous enseigne, c'est les sports de ballon ou les sports de combat. Souvent, je me dis, c'est à croire qu'il faut nous apprendre à courir et à se battre dans les quartiers, malheureusement. Et la nature, on n'en parle pas du tout. Donc, on s'est donné cette mission. On est pratiquement la seule association à faire ça en Île-de-France pour nos jeunes de banlieue. Et là, on développe nos projets autour du climat aussi. Alors c'est absolument génial, Samir, parce que tu es en train de nous dire que de la cité des merisiers, des cerisiers, des châtaigniers, parce que toutes les cités en France ont toujours des noms qui nous font voyager, mais on est toujours dans le minéral, toujours dans le bitume, dans le béton, etc. Mais c'est extraordinaire d'imaginer que vous avez pu emmener avec vous des jeunes de Tremblay en France et un peu partout dans la banlieue parisienne. Vous avez pu les emmener jusqu'à l'Himalaya. Non mais juste, c'est pas normal, c'est pas possible. Oui, c'est souvent surprenant. Et même les jeunes, au départ, n'y croient pas du tout. Moi, je commence toujours par une simple question. Quand je parle d'un sommet, je demande aux jeunes qu'ils me le situent sur une carte. Et là, bien souvent, ça bug, même si on parle du pays. Au départ, quand on parle du Népal, quand on parle de la Tanzanie, alors le Kyrgyzstan, dernièrement, c'était le Royal. Mais ça aborde le sujet d'une façon vraiment un peu plus large, parce que du coup, au-delà du voyage, on aborde beaucoup de questions, des questions beaucoup plus philosophiques sur leur avenir, sur la vie, et aujourd'hui sur le climat et cette planète, parce qu'on bénéficie de cette belle nature, on veut y aller l'exploiter, s'y promener, mais en même temps, il faut la protéger. Alors justement, je parlais d'une grande et nouvelle aventure qui va être lancée dès cet été. Shaima est avec nous. Vous avez 23 ans et vous avez tout de suite dit oui à ce projet. Alors racontez-nous d'abord comment ça a commencé, comment vous avez entendu parler de cette association Apart. Alors, bonjour déjà, merci de m'avoir invité dans ce beau lieu. Tout a commencé par une amie à moi qui m'a invité à faire une randonnée, parce qu'ils ont un pôle féminin dans l'association. Et c'était la première fois que je fais une randonnée. Donc, de sortir de la ville, du bitume, comme il dit Samir, ça a été une belle expérience. En fait, ça me trottait dans la tête depuis un moment de justement voir
voir un petit peu la nature et tout. Je suis quelqu'un qui aime voyager. Mais voilà, donc j'ai commencé par une petite randonnée et petit à petit, ce projet-là est venu Alors à mes justement, oreilles. parlons de cette première randonnée. C'était où? C'était long? C'était fatigant, épuisant? En fait, moi, quand j'entends randonnée, je me dis, je vais faire que marcher, et j'aime pas ça. Mais c'était à Fontainebleau. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas juste de la marche, c'est un petit peu, c'est l'aventure, tu grimpes, tu traverses la nature, quoi. Donc, Oui, parce qu'il faut quand même préciser que la forêt de Fontainebleau, c'est un haut lieu de l'escalade en France. Il y a tous les plus grands escaladeurs étrangers qui viennent ici s'entraîner aussi. Exactement, ouais, on bénéficie de ces beaux rochers qui permettent de faire du bloc en escalade et un haut lieu d'entraînement pour les trailers aussi. En tout cas, les trailers de la région parisienne qui s'entraînent beaucoup là-bas. Alors justement, ce projet dont on parle, on va maintenant le définir. En gros, il faut un vélo, c'est ça? Oui. A priori, une caméra. Oui. Alors racontez-nous pourquoi le vélo, d'abord. Alors, le vélo, je tiens à préciser que c'est pour la moitié du groupe, donc les plus courageux, j'en fais partie. Le vélo, parce que c'est un challenge et c'est aussi pour le côté écologique. Donc, est-ce que je peux spoiler le projet? Allons-y, Shaima, on est là pour ça. Du coup, on fera Chamonix en vélo depuis Paris. Un groupe ira à Chamonix et un autre groupe ira en Norvège. Et tout ça, en fait, c'est pour faire un documentaire pour parler de la fonte des glaciers. Et c'est un projet porté par nous, des jeunes de banlieue, pour pouvoir le diffuser et sensibiliser les jeunes de banlieue également. Alors d'abord, première question, Paris-Chamonix, c'est, je suppose, pour aller tourner la mer de glace. Au pic du Midi, avec évidemment l'aiguille du Midi, pardon, avec évidemment le sommet du Mont Blanc. Combien de kilomètres entre Tremblay en France et Chamonix? Vous avez déjà regardé la carte? Oui, on a étudié la question. Il y a pas loin de 700 km. 700 km. Alors je crois savoir que vous êtes en train de réfléchir à la logistique. Vous en parlez encore parce que c'est pas facile de faire 700 km à vélo avec évidemment tout ce qu'il faut d'accompagnement. Ça va pas être simple, Samir. Ah non, pas du tout, mais j'ai envie de dire, moi, c'est même pas mon problème, là, c'est leur. Hein. Donc, pourquoi Samir, il fait pas de vélo, c'est ça? Ah non. Non, je marche, moi. Non, mais l'idée, c'est que vraiment que le groupe de jeunes là, se prenne en main de A à Z, et même sur le côté le volet du reportage, parce que savoir que c'est pas nos professions. Moi, je suis travailleur social, je suis pas reporter, journaliste ou autre. On apporte notre réseau, on apporte les idées et les jeunes doivent les appliquer. Donc ils vont se former et ils doivent travailler de bout en bout sur ce projet. Mais vous êtes quand même bien accompagné puisqu'il y a Ali qui est à nos côtés et qui fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire filmer, un ancien caméraman de France 2. Shaima, alors, bon ok, très bien, on va faire Paris-Chamonix à vélo, 700 km. Ensuite, pour la caméra, comment vous avez appris, comment vous appréhendez le moment où il va falloir filmer? Vous allez d'abord filmer cette expérience à vélo? En fait, c'est tout un challenge, donc, parce que c'est nous qui pédalons, mais c'est nous aussi qui allons filmer, cadrer. On va trouver aussi des personnes à interviewer, des scientifiques, des glaciers et même des habitants de... Vous allez interviewer les glaciers? Enfin, des scientifiques des glaciologues, merci. Et ouais, c'est tout un challenge en fait. C'est nous qui allons filmer et c'est toute une organisation. Mais Samir disait que c'est vous qui avez choisi ce sujet. Mais pourquoi la fonte des glaciers plus particulièrement? C'est une question quand même. C'est un thème qui est important. C'est avec le réchauffement climatique et c'est aussi un sujet qu'on n'entend pas trop parler. Nous, en quartier, dans nos banlieues, il y a souvent des interventions sur, par exemple, sur le tri des déchets, etc. Mais la fonte des glaciers, c'est un sujet quand même un petit peu plus mis de côté. Surtout que nous, chez nous, l'écologie en règle générale, c'est pas trop quelque chose dans lequel on va nous informer. La fonte des glaciers, c'est encore plus, je dirais, quelque chose de primordial et en même temps, c'est... Samir. Il faut savoir que l'idée du projet, c'est pas de s'arrêter à un documentaire. L'idée, c'est de lancer une série qui s'appelle Préserve ta planète. Et le premier épisode,
s'appellera Froid dans le dos. Faire un peu le jeu de mots avec les... excusez-moi. Avec les glaciers. Et ensuite, on enchaînera un deuxième épisode avec les océans et un troisième avec la thématique des forêts. Alors, je suppose quand même que ça doit être difficile de trouver un financement, parce que combien de personnes vont partir sur cette belle aventure ? Alors, ça sera 6 jeunes et on a des propositions de parrains, parce que le projet commence à plaire à des gens, commence à plaire à certaines personnalités qui veulent se joindre à nous sur cette aventure-là. Mais sinon, globalement, au niveau de la jeunesse, ça sera 6 jeunes. Un de vos parrains, c'est Nadir Dendoun, qui est un journaliste qui avait justement, depuis son quartier, depuis sa cité, avait décidé d'aller gravir l'Himalaya. Le sommet, c'est ça ? C'est votre parrain, le premier qui a cru en vous ? Exactement, c'est Nadir Dendoun, donc journaliste et aventurier, celui qui nous a influencés et qui nous parle le plus. On n'a pas attendu Inoxtag ou d'autres influenceurs tendance du moment pour aller faire de la montagne. Mais parler à des gens comme ça, vrais, qui sont sur le terrain, qui vont rencontrer les jeunes, qui parlent de leur expérience, pour nous, c'est important d'être en contact avec ces personnalités-là. Alors, Shaima, vous n'avez pas froid dans le dos, vous, pour cette aventure ? Parce que, quand même, il va falloir grimper. Vous allez jusqu'au Mont Blanc ? On ne va pas gravir le Mont Blanc. On va s'arrêter, si je dis juste, Samir, tu me dis si... on va s'arrêter en fait sur la ville de Chamonix pour pouvoir s'enrichir au maximum à côté des glaciers, etc. Vous allez prendre le petit train qui va vous mener justement au pied de la mer de glace, cette fameuse mer de glace qui, hélas, fond, et c'est vraiment un des gros indicateurs du dérèglement climatique aujourd'hui. Vous allez toucher du doigt en fait cette réalité. Dont quelques-uns, il faut quand même le reconnaître, sont souvent dans le déni. Mais non, tout ça est une invention. Je parle en la présence de François Dereau, le directeur des Petits Débrouillards, qui lui, depuis des années et des années, tente de sensibiliser grâce aux scientifiques et grâce notamment à la science à cette question qui est essentielle aujourd'hui. C'est la fonte des glaciers avec toutes les conséquences en cascade qu'il peut y avoir. Samir, quelques mots quand même sur la Norvège. Pourquoi avoir décidé d'emmener ces jeunes en Norvège également ? Alors, l'idée, c'était pas d'aller simplement sur un endroit, mais de constater à 2 points différents, comme ça en Europe, pour pas laisser aussi entendre ou laisser comprendre que en fait, ce phénomène va se passer que à la mer des Glaces, que à Chamonix, et du coup, et réduire le problème que à ce niveau-là. Donc, c'était de partir sur un challenge aussi comparatif, à 2 endroits, 2 glaciers différents de l'Europe, pour aussi, entendre 2 avis, les scientifiques de Norvège, avec qui on a déjà des rendez-vous qui sont pris, et les scientifiques en France, de Chamonix, et de pouvoir comparer les discours, et rejoindre un peu les choses, et rapporter des éléments sur cette question-là. On est resté en Europe, parce que le challenge, c'était vraiment de ne pas prendre l'avion sur cette aventure-là. En Norvège, ils vont y aller en train. Et l'équipe norvège n'a pas eu le courage de faire du vélo. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que sur un groupe de 3 jeunes filles et 3 garçons sur ce projet-là, quand on a parlé de vélo, c'est les 3 filles, Shaima et ses 2 collègues, qui ont tout de suite levé la main. Et on peut voir la notion de challenge. Voilà. Alors peut-être un petit mot, Samir, quand même sur le financement, parce qu'il est important, une opération comme celle-ci qui justement vise à être renouvelée sur 2 prochains documentaires. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez chercher ces financements ? Vous en cherchez encore ? Oui, on en cherche encore, on est pratiquement à 0. On a pour l'instant, on compte beaucoup sur le privé. Vous avez un partenaire quand même, il faut le préciser d'ores et déjà, c'est qui ? On a la marque Artérix, qui nous soutient dans l'ensemble de nos expéditions. Artérix, c'est pas très français, ça, je crois. Ouais, canadien avec toute leur philosophie qui est magnifique quand même. Moi, quand j'ai commencé à parler avec eux, ils m'ont dit, écoute Samir, si tu permets à des jeunes, à des publics qui sont pas voués à la montagne, qui n'y pensaient même pas un jour, et vous leur permettez d'accéder à ça, nous, ça nous suffit. Vivez vos rêves, faites-leur vivre des rêves, et nous, on vous soutient. C'est le seul discours que j'ai entendu en 20 ans d'expérience associative, en tout cas d'un financeur. Et on en recherche encore plein des comme ça. Et quand on leur a parlé de ce projet-là, tout de suite, ils ont répondu présent.
Ils ont signé déjà dans un premier temps un petit chèque pour nous donner de la motivation et démarrer notre projet. Derrière, c'est d'aller chercher d'autres financeurs. Pas évident, les financements publics, on connaît un petit peu les difficultés que toutes les associations rencontrent, mais ça va être formateur pour les jeunes aussi, parce qu'ils vont faire la propre promotion de leur projet, et on compte sur des invitations comme la tienne aujourd'hui, de faire parler du projet pour mobiliser des gens autour de nous, et de pouvoir nous aider à le réaliser, bien évidemment. Alors comment on fait pour, si jamais on a envie de vous donner un coup de pouce financier, comment on fait pour vous contacter ? On va sur notre site internet, donc apartasso.com, et on a un petit onglet faire un don, et vous pouvez faire un don directement dessus ou nous contacter directement via nos réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Et là, du coup, on est assez réactif quand on parle d'argent. 5 €, 10 €, 100 €, 1000 €. Le premier geste compte, vous le savez, il faut agir, il faut arrêter de parler. J'étais en Bretagne il y a quelques jours et là-bas ils disent il y a les dizous et les faisous. Eh bien, soyez des faisous, aidez-les, soutenez-les, parce que franchement, ce coup de projecteur que je voulais faire à Apart et à Samir, Shaima, Ali et tous ceux qui sont autour à Trembler en France, mais des associations comme celle-ci qui justement tentent de faire ce qui paraît impossible. Comme on est dans le week-end des possibles, c'était l'invitation qui pour moi était la plus symbolique. Merci Samir, bon courage Shaima pour les 700 km à vélo. Merci à vous tous. Merci Mourad. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez la suite de ce week-end des possibles la semaine prochaine. Toutes nos émissions sont sur le moment.org. Merci à Alan Oudaillé pour la réalisation, à Mystic Gordon pour la programmation musicale. Et nous, Danae, on se retrouve donc la semaine prochaine à 18h. Bonne soirée à toutes et à tous. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Il est entré par la petite porte, celle des gens inconnus. Ground Zero. Il voulait se faire une place en ville, trouver une place au soleil. À la Défense, sous les buildings, l'homme regarde le ciel. Un jour je serai là-haut, un jour je serai là-haut, un jour je les dominerai tous. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Première étape, premier étage, bureau du personnel, compression du personnel. Il ne compte pas ses heures, il se dit que ça va marcher. Il ne compte pas ses heures, il se dit que ça va marcher. À la Défense, dans les buildings, l'homme poursuit son activité. J'obtiendrai le pouvoir, il suffit de le concevoir. Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Nouvelle étape, promotion. Le voici en costard, cravate, chemise Louis Vuitton. Il prend une femme, un gosse, un foyer. Il se dit que ça va marcher. Il se dit que ça va marcher. Il s'accroche à ses rêves. Il se dit que ça va marcher. Il s'accroche à ses rêves. Il se dit que ça va marcher. À la Défense, dans les buildings, si l'on veut escalader, il faut savoir s'accrocher. Étage, plein horizon. Poussée d'herpès, démangeaison. Sale stress, sale stress, sale stress, sale stress, sale stress, sale stress, ça lui fait mal. Mais il monte encore. Encore un palier, une marche, encore. Encore une victoire, une marche, encore. Encaisse une défaite, il monte encore. À la Défense, dans les buildings, la victoire est totale. La réussite est maximale. Suite et fin de l'homme qui voulait vivre sa vie. Suite et fin de l'homme qui voulait vivre sa vie. Il
domine désormais l'humanité. Lui qui n'aimait pas les gens, il doit s'en faire aimer. Il peut licencier un homme sans lui dire un seul mot, comme on tue un inconnu dans un couloir de métro. Au beau milieu de la foule, un poignard planté dans le dos. Suite et fin de l'homme qui voulait vivre sa vie. Suite et fin de l'homme qui voulait vivre sa vie. Suite et fin de l'homme qui voulait vivre sa vie. Suite et fin d'une carrière irrésistible, un destin irrésistible, un sourire irrésistible, un charisme irrésistible, l'attraction inéductable d'une chute irréversible. À la Défense, dans les buildings, on l'a vu s'élancer vers le ciel.